Bonjour à tous, bienvenue à la webconférence sur la sérialisation un an après. Donc nous avons prévu un programme assez chargé. En fait, on va commencer par faire un bilan de la situation avec Patrick Mazot, pharmacien au CHU de Lille. Ensuite, on aura un rappel du marché par notre pharmacien du CH2-3, Vincent Lobby, et pharmacien du CH de Bordeaux, Carolina Judge. Ensuite, on donnera la parole aux fournisseurs et aux adhérents avec Marc Borret de Nouillac et Laurent Zivi d'Hospitalis et Aline Roussel, pharmacien au CH de Valenciennes. Voilà, ensuite on donnera un peu des perspectives et on conclura. Alors, vous pouvez tout au long de la webconférence poser vos questions via le chat en ligne et on répondra en fait lors de au fur et à mesure, et à la fin, il y aura un temps aussi pour vos questions. Voilà. Patrick? Bonjour et merci, et désolé pour le retard indépendant de notre volonté. Donc, dans un premier temps, on va regarder où on en est au niveau européen et national sur la réglementation et sur les mesures qui sont prises. Diapositive suivante. Donc, ces données sont issues d'un rapport qui est fait assez régulièrement par l'organisme gestionnaire du dispositif qui s'appelle EMVO et qui est chargé de suivre le bon fonctionnement du système à l'échelon européen et de coordonner l'ensemble des systèmes nationaux d'enregistrement des codes et de leur désactivation. Donc, c'est pour vous donner une information sur l'état d'avancement du règlement qui est obligatoire depuis le 9 février 2019, en tout cas pour les fabricants. Au niveau européen, il y a un suivi de l'estimation du nombre de codes qui devraient être chargés, et on n'est pas loin d'atteindre le maximum, donc ce qui montre que finalement dans tous les pays d'Europe, le règlement s'est mis en place, mais on n'a pas encore atteint donc l'intégralité des chargements des numéros de série par l'ensemble des fabricants. Sachant qu'au niveau national, on n'a pas d'inquiétude, c'est parfaitement maîtrisé et surveillé, et donc tous les fabricants qui distribuent en France ont leur numéro de série chargé dans la base européenne. Diapositive suivante. Du point de vue des pharmaciens dispensateurs, la situation est légèrement différente, puisqu'en fait, à l'échelon européen, l'ensemble des dispensateurs qui font donc la désactivation des codes ne sont toujours pas tous connectés. Et en fait, on va voir que cette partie rouge sur la barre des pharmacies en Europe, et c'est essentiellement la France. Et en ce qui concerne les établissements de santé, on voit maintenant que la majorité des établissements de santé en Europe sont connectés au système de désactivation. Diapositive suivante. Voilà une situation qui est plus visible par pays. Alors là, on a fait un focus sur l'établissement de santé, donc on voit d'abord un problème que l'on connaît déjà, c'est que la France est le pays qui a le plus grand nombre de PUI à connecter, ou système équivalent au PUI dans d'autres pays d'Europe. Donc, en volume, le nombre est plus important. Et alors, même si la majorité aujourd'hui des PUI a fait une demande de connexion et donc officiellement connecté au système en CMVO, on voit qu'il en reste une partie encore assez importante. Et c'est une situation qui peut être assimilée à celle du Royaume-Uni ou de l'Espagne. Diapositive suivante. Autre chose qui est suivie de manière précise, et le système le rend possible au niveau européen, c'est l'ensemble des désactivations. Donc ça, c'est la courbe en jaune sur le graphique suivant. Donc il y a une progression constante, maintenant qui a tendance un petit peu à s'aplanir, puisqu'on est arrivé au début de l'année 2020, donc sur le nombre de désactivations qui sont opérées actuellement en Europe, mais cela pourrait reprendre de la vigueur avec le fait que les officines françaises maintenant sont connectées et vont pouvoir désactiver. Et le taux d'alerte aussi est suivi. Alors ce taux d'alerte, il reste à peu près constant au niveau global Europe, mais en fait il est très différent par pays. Et donc actuellement au niveau européen, il a été décidé que le taux d'alerte, qui est l'indicateur pour avoir sur la diapositive suivante,
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le nombre d'alertes est un élément important, puisqu'en fait, c'est lui qui permet de dire dans un pays donné, on arrête la période de stabilisation, donc on arrête la période pendant laquelle on avait ce qu'on appelle un délai de grâce pour rendre les alertes obligatoires, c'est-à-dire le blocage des dispensations obligatoires. Et on voit donc que ça, c'est des données donc, qui sont plus qui sont donc pour la France. Donc le nombre de scans a augmenté, on peut donc penser qu'il va encore continuer à augmenter, mais il y a eu un infléchissement très net du nombre d'alertes en début d'année 2020. Donc c'est ce qui pourrait amener le France MVO pardon, et les autorités françaises à dire qu'à partir d'un certain moment, le nombre d'alertes est suffisamment bas pour rendre obligatoire l'isolement et la mise en quarantaine des médicaments qui vont générer une alerte. Diapositive suivante. Alors, encore sur les aspects réglementaires, on a vu que donc il y avait une ouverture qui avait été faite au niveau européen. Elle date du début de l'année 2018 pour faire ce qu'on appelle les codes consolidés et les codes agrégés. Donc, ça vient en fait d'une position qui a été prise par la Commission européenne. On la rappelle parce que c'est toujours utile de se rappeler que c'est la Commission européenne qui est décisionnaire dans ce cadre-là et les opérateurs économiques doivent appliquer ce que la Commission préconise. Bien sûr, toutes les parties prenantes peuvent s'exprimer sur le sujet. Donc la question qui avait été posée, c'est est-ce que les wholesalers, c'est-à-dire les entreprises qui sont chargées de la distribution, peuvent mettre à disposition des données de façon à faciliter la désactivation par les hôpitaux. Et on a été reconfirmé version 16 d'un document qui s'appelle Question et réponse à la Commission européenne en date du 25 septembre 2019. Le sujet reste toujours ouvert. Donc, si on entend dire que les codes consolidés, c'est interdit, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est possible et en tout cas autorisé par la Commission européenne. Diapositive suivante. Alors en France, au niveau réglementaire, on n'a pas eu de nouvelle instruction formelle depuis la note d'information du 31 janvier 2019 qui avait été prise donc avant l'application obligatoire. Donc en France, on est toujours dans cette période dite de stabilisation où le nombre d'alertes est restant relativement important. Il a été décidé donc de traiter l'alerte en tant qu'alerte technique et que ça ne soit pas un obstacle à la dispensation du médicament. Mais dans un pays très proche comme la Belgique, on a déjà franchi ce pas. Le nombre d'alertes est suffisamment bas pour rendre l'isolement et la mise en quarantaine des médicaments, donc générant une alerte obligatoire en cas donc de suspicion. Et en France, donc, on sait que maintenant l'application du règlement est possible en officine. Il fallait auparavant pouvoir connecter les officines. Ça s'est fait dans le cadre d'un accord quadripartite entre France MVO, le gestionnaire du hub français qui est Arvato, et donc pharmacien, de façon à permettre donc aux officines de pouvoir se connecter. Donc je répète, en Europe, la tendance maintenant, c'est que si le taux d'alerte est en dessous d'un certain seuil, la période de stabilisation est terminée, donc on passe dans l'application pleine et entière du règlement. Donc c'est une réalité maintenant dans d'autres pays d'Europe, y compris en ce qui concerne les médicaments dans les hôpitaux. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à toutes les questions concernant cette partie de ma présentation. Ok, merci beaucoup Patrick. Donc effectivement, si vous souhaitez poser vos questions, nous vous invitons à le faire via le chat en ligne et nous répondrons à toutes les questions en fin de webconférence. Donc Vincent va prendre la parole pour vous parler du marché. Merci Patrick, merci. Merci Patrick, merci Anne. Donc, nous représentons donc la filière dispensation des produits de santé d'Uniachat. Donc, nous sommes une filière donc des produits de santé qui vient s'ajouter aux filières des marchés de médicaments et des marchés de dispositifs médicaux. Donc, la filière dispensation des produits de santé qui est coordonnée par le Centre hospitalier de Pilar vise à équiper l'ensemble des pharmacies avec du matériel. Donc, les marchés que nous mettons déjà à disposition donc, sont la sérialisation, les automates de dispensation globale, les automates de dispensation nominative, tout ce qui est système d'assistance et contrôle vidéo numérique, donc appelé DocCam, diapositive suivante,
Depuis peu, nous mettons également à disposition donc procédures par rapport à des armoires sécurisées donc, pour le stockage des médicaments et des dispositifs médicaux. Et en ce moment, nous traitons donc deux procédures, donc les armoires de stockage par technologie RFID et les isolateurs pour chimiothérapie. Donc prochainement, nous mettrons, diapositive suivante, prochainement, nous mettrons à disposition donc d'autres marchés en rapport avec la stérilisation, certainement des logiciels métiers ou des systèmes de traçabilité de dispositifs médicaux implantables. Donc les contacts, donc Madame Mendes, qui est acheteuse, et Madame Atlan, qui est notre assistante achat. Diapositive suivante. Donc par rapport à la sérialisation, donc, nous avons lancé un marché donc, en 2019. Donc ce marché avait été constitué de 3 lots. Donc le premier lot correspondait à l'acheminement donc, de codes consolidés entre des fournisseurs et des dépositaires à travers un tuyau sécurisé. Donc nous avions retenu à l'époque donc la société hospitaliste CGDIM. Le lot numéro 2 représentait donc le système de décommissionnement proprement dit, avec un hébergement local. Donc sur ce lot-là, c'est la société NUAC qui a été retenue. Et le lot 3 donc, était également une solution de décommissionnement, mais avec un hébergement donc, en dehors des systèmes d'information des hôpitaux, donc dans le cloud, et c'est la société Sacroneo qui a été retenue. Donc le marché a été mis à disposition donc, fin février 2019. C'est un marché de 2 ans qui est reconductible 2 fois 1 an. Donc, sur le petit graphique du bas, vous verrez la progression donc, du nombre d'adhérents. Évidemment, nous avons eu beaucoup d'adhésions en démarrage et en ce moment, c'est vrai que les adhésions sont un petit peu plus modestes. Diapositive suivante. Donc, sur le lot numéro 1, donc l'acheminement des codes consolidés entre les fournisseurs et les dépositaires et les pharmacies, donc, nous avons eu 49 établissements, 10 GHT qui représentent 49 établissements. Donc, c'est un lot qui devrait croître beaucoup puisque les codes consolidés émergent, on va revenir dessus et normalement, de plus en plus d'hôpitaux devraient adhérer sur ce lot numéro 1. Sur le lot numéro 2, diapositive suivante, donc là, nous avons eu 12 GHT qui ont adhéré et qui représentent 72 établissements. Donc, sur ce lot 2, donc c'est la société NUWAC. Diapositive numéro 3. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sur le lot numéro 2, donc, la société NUWAC donc, a réalisé déjà au total en France environ 286 installations de leur module MT contrefaçon. 31 sont passées par UniHA. Donc, certaines ont été installées, d'autres vont être installées cette année. Alors, l'application d'UniHA est relativement modeste, mais on peut dire que nous voulons également, en complément, donc, des solutions existantes par ailleurs à travers d'autres logiciels métiers, type Copilote par exemple, ou alors à travers des offres qui ont été proposées via le niveau. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà. Donc, sur la solution donc, de décommissionnement externe, donc, par le cloud, donc là, la société a été mise en liquidation judiciaire. Les 2 GHT qui avaient contracté sur ce lot-là ont été redirigés donc, vers le lot numéro 2, donc par NUWAC, ou éventuellement par CGDIM avec une autre solution. Diapositive suivante. Donc, nous continuons, donc, bien que les lots aient été retenus, donc nous continuons donc, notre sourcing, donc nous continuons à voir donc, des fournisseurs. Donc, nous essayons donc d'examiner l'ensemble des solutions technologiques qui sont proposées et le matériel qui pourrait rentrer éventuellement dans le nouveau marché. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous avions vu donc, antérieurement, il n'y a pas d'évolution majeure dans les solutions technologiques qui sont proposées. Nous maintenons donc un dialogue permanent avec les 2 fournisseurs, donc avec NUWAC et avec Hospitalis CGDIM, afin d'être à l'écoute à la fois des adhérents et à la fois des fournisseurs pour essayer de nous adapter lors de la relance.
Nous avons également donc une démarche d'accompagnement des adhérents qui va se concrétiser par une enquête de satisfaction qui va bientôt être envoyée à l'ensemble des adhérents qui ont contracté sur un des lots. Voilà. Donc, je passe la parole à Madame Adjadj. Merci Vincent. Donc pour continuer dans la continuité de ce qui a pu être mis en place par la filière dispensation produits de santé, la filière produits de santé, et plus particulièrement médicaments, s'est réunie pour travailler à l'adaptation de ces cahiers des charges pour la prise en compte de la sérialisation dans les marchés médicaments, dans nos contrats, et dans l'objectif de répondre à la problématique RH des établissements hospitaliers en encourageant la mise en œuvre de codes consolidés ou agrégés par les industriels. Pour cela, l'option qui a été choisie a été de définir un critère de choix incitatif intégré aux appels d'offres de médicaments, dans lequel le candidat industriel s'engage sur une date de mise en œuvre des codes de regroupement et un éventuel coût associé. C'est un critère qui est pondéré à hauteur de 5 points et qui est fortement valorisé sur l'engagement à la date la plus proche possible du démarrage du marché. Et évidemment, sur le coût, la gratuité est bien plus valorisée que les coûts qui peuvent être associés à la mise en place de ces codes. Voilà. D'autre part, les CCAP et CCTP, nos procédures ont été adaptées. CCTP pour prendre en compte évidemment les fonctionnalités techniques liées à la mise en œuvre des codes agrégés ou consolidés. Et concernant le CCAP, une bonne spécification de la demande du DSADV et également la mise en œuvre de pénalités de retard. Du point de vue des adhérents, l'impact, c'est une offre claire, la mise en œuvre des codes de regroupement qui est prévue dans les marchés Uniachat, et puis un levier en cas de retard à la mise en œuvre des codes par rapport à ce qui a été déclaré par le fournisseur au moment de la remise des offres, la possibilité d'appliquer des pénalités de retard. Diapositive suivante. Voilà. En pratique, côté fournisseur, lors du dernier appel d'offres Uniachat, qui était l'appel d'offres des médicaments du système nerveux central, nous avons pu obtenir plus de 25% de réponses positives. Vous le savez peut-être, les établissements pharmaceutiques sont les plus engagés, sont Haro et BMS, mais nous avons également des dépositaires comme Alloga qui travaillent pour mettre en œuvre ces codes pour l'ensemble de ses clients. Bebron travaille également à la mise en œuvre de ces codes, alors de façon plus proche, les codes agrégés et puis pour 2021, les codes consolidés. Mylan est également en train de faire des tests avec des établissements Uniachat pour mise en application dans les prochains mois, et Renaudin et Fresenius qui travaillent également sur le sujet. Concernant le coût de la prestation, on observe une grande variabilité dans les réponses des fournisseurs. Certains proposent cette prestation à titre gratuit, tandis que d'autres vont jusqu'à une trentaine de centimes d'euros par boîte. Je vous remercie et je passe la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup, Caroline. Donc, effectivement, nous allons donner la parole maintenant à nos chers titulaires. Donc, Marc Borel, Laurent Zilly, Hospitalis. Donc, bonjour, Laurent Zilly. Nous, on s'occupe de transporter les codes consolidés et agrégés. Donc, un petit rappel au niveau de la différence des codes agrégés et codes consolidés. Donc, le code agrégé, c'est dans le carton, vous avez des produits identiques. Et dans le code consolidé, dans le même carton, vous pouvez avoir des produits hétérogènes. Donc, en général, le code agrégé va être fait par les fournisseurs directement et le code consolidé par les dépositaires. Bon, je vous rappelle que, évidemment, 70% des livraisons sont faites par les dépositaires. Donc là, j'ai mis en dessous le tableau de la situation là, des établissements qui ont réellement commencé à recevoir des codes agrégés. Donc, comme vous l'avez vu auparavant, pour l'instant, en production, il y a 2 labos. Haro Générique qui passe donc comme dépositaire Géodis et BMS qui passe par un dépositaire Alloga.
On s'interface évidemment avec NUAC. Alors, il y a d'autres éditeurs là que je vous ai mis, Copilot, KLS et Pharma. Pour les petits établissements, nous avions mis en place une solution où vous pouvez décommissionner directement au niveau du Verify System. Donc on voit que ça débute, mais ça y est, ça commence à prendre en place puisque BMS a prévu de démarrer une centaine d'établissements là très rapidement et Haro est en train de, sa force commerciale est en train de prévenir ses clients qu'ils peuvent bénéficier du code consolidé. Là, on a 8 laboratoires là qui sont en train de faire des tests, donc qui devraient être rapidement mis en place, puisque même là, au mois de mars, on va démarrer Fresenius au niveau du CHU de Lille. Et il y a un nouveau dépositaire qui va aussi se mettre en place. Donc l'avantage d'un dépositaire, c'est qu'il a plein de fournisseurs derrière. Diapositive suivante. Donc là, c'est un petit peu cette diapositive pour vous montrer réellement le fonctionnement. Donc, quel est notre rôle? Nous, notre rôle, c'est d'aller récupérer ce qu'on appelle le DSADV, donc le bon de livraison électronique au niveau du laboratoire. Ça, on le fait depuis toujours, puisque pour ceux qui utilisent Hospitalis au niveau des commandes EDI, on a 80% des fournisseurs de médicaments qui nous remettent ce DSADV. La seule chose là, c'est qu'on leur demande de rajouter donc sur ce DSADV. Jusqu'à présent, ils mettaient les numéros de lot et les dates de péremption, on leur demande de rajouter ce code consolidé ou agrégé et tous les numéros de série qui sont dans le carton. Une fois qu'ils nous transmettent donc ce fichier, c'est un fichier qu'on sécurise, on va aller le transporter au niveau du logiciel de l'établissement, donc là, NUAC, et on va le réintégrer dans NUAC. Et là, je laisse la parole à NUAC. Donc, bonjour à tous. Donc, NUAC, on a installé la solution NT-Recept, NT Contrefaçon. Donc, la valeur ajoutée de NUAC, c'était essentiellement l'interfaçage avec les gestions économiques et financières. Donc, effectivement, on a pas mal d'établissements qui utilisent réellement aujourd'hui notre solution, donc avec toutes les problématiques rencontrées pour le temps supplémentaire, la mise en œuvre. On a bien sûr commencé à tester le code consolidé. Et pour les utilisateurs, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus simple possible, c'est-à-dire que s'ils lisent un carton, que le code consolidé et que le DSADV est bien arrivé, on va tout de suite sur l'écran leur proposer de faire un contrôle aléatoire sur le racine carrée du nombre de boîtes. Et une fois que ce contrôle aura été fait, on fera la désactivation de l'ensemble des boîtes du carton. Donc on espère que la montée en puissance du code consolidé va advenir dans les semaines et mois à venir, de façon à pouvoir le proposer. C'est déjà inclus dans la solution, mais de pouvoir le mettre en œuvre et de pouvoir accompagner les différents établissements à l'utilisation du code consolidé et agrégé. Il n'y aura pas de différence, on va dire, fonctionnelle, que ce soit agrégé ou consolidé. Il suffira de lire le code qui est sur le carton et on récupérera via le DSADV fourni par Hospitalis l'ensemble du contenu du carton. Voilà, en tout cas pour la partie NUAC, et effectivement, on commence à avoir un retour d'expérience d'utilisation, donc avec des établissements qui ont trouvé que le temps était trop long, d'autres établissements qui ont aménagé leur poste de réception de façon à, entre guillemets, minimiser le surcoût en termes de temps. Et puis, effectivement, on commence à s'apercevoir que l'utilisation de ce qu'on avait proposé à l'époque, donc des lecteurs fixe ou Bluetooth avec l'écran PC sur le poste de réception. On pourra proposer dans les semaines à venir d'autres types de lecteurs indépendants, un peu de même nature que ceux que proposait Synchroneo, de style PDA, comme ça, qui permettront de se passer du PC et de façon à faciliter le travail pour les magasiniers pour pouvoir le faire. Voilà pour la partie. Merci beaucoup. Il paraîtrait que des personnes nous suivent par téléphone avec le PowerPoint, donc nous sommes à la slide 26 et vous pouvez poser vos questions, on le rappelle, sur le chat en ligne et on répondra en fin de webconférence. Donc là maintenant, nous allons donner la parole à Aline Roussel
du CH de Valenciennes. Bonjour à tous. Alors, Aline Roussel, je travaille au centre hospitalier de Valenciennes dans le service logistique achat-approvisionnement. Je vais vous présenter un petit retour d'expérience qu'on a suite à la mise en place de la sérialisation dans notre centre hospitalier, ainsi que quelques résultats en lien avec l'utilisation des codes consolidés numériques. Donc, avant le démarrage de l'activité, nous avons réalisé un audit en réception qui nous a d'abord permis d'évaluer la charge de travail prévisionnelle. Nous recevons en moyenne 3200 boîtes par jour. Et comme vous pouvez le remarquer sur le graphique, les valeurs sont très oscillantes puisqu'elles sont le reflet des commandes fournisseurs. Ces commandes qui avaient dans un premier temps été lissées en fonction de la semaine et en fonction du nombre de lignes commandées, et l'objectif étant maintenant de lisser en fonction du nombre de boîtes réceptionnées par fournisseur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et qu'on est en train de travailler. Par la suite, nous avons estimé les diapositives suivantes, pardon. Par la suite, nous avons estimé les différentes configurations de cartons réceptionnés, donc carton en entier avec les data matrix bien évidents, comme vous voyez sur les photos, le vrac, les fardelages ou encore les cartons avec les data matrix non accessibles, donc on doit totalement ouvrir et étaler sur les chariots. En fonction des configurations par boîte, le temps de manipulation était différent et ces résultats nous ont permis d'estimer un temps moyen supplémentaire par jour qui est de 3,7 heures, qui était sous-estimé en raison des paramètres qui étaient encore inconnus à ce moment-là, notamment le temps de réponse à la base, les différents bugs informatiques auxquels on peut faire face, les coupures réseau ou encore les décommissionnements par palette. Cet audit nous a permis de recruter un ETP supplémentaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans un second temps, nous avons optimisé l'espace de travail dans la zone dédiée à cette activité avec pour objectif la création de 2 postes équipés, donc qui ont été dédiés à cette activité, une marche en avant et des zones qui étaient bien délimitées. Comme nous l'avons précédemment vu, le déballage des cartons entiers, donc initialement réceptionnés au carton, nécessite beaucoup de place, comme vous voyez sur la photo. Donc on a agrandi l'espace, on est passé de 50 mètres carrés à 80 mètres carrés, ce qui n'est pas non plus énorme pour une zone de réception dédiée à cette activité. Et les zones ont été créées qui ont permis à l'ensemble du personnel de savoir à quelle étape en était le médicament, notamment si on a un préparateur qui arrive dans la réception, est-ce qu'il peut prendre ou non le traitement pour un patient de manière urgente. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons pu démarrer l'activité en mai dernier grâce à la mise en place d'un module complémentaire à notre logiciel de gestion de stock qui est SerialCop, un module complémentaire à Copilot. Celui-ci propose 2 modes de fonctionnement. Donc, dans un premier temps, la désactivation unitaire avec interrogation directe de la base de données. Il s'agit d'une étape rapide, mais qui présente l'inconvénient de ne pas pouvoir vérifier l'exhaustivité de nos désactivations. C'est un type de fonctionnement qui donc a été réservé aux libérations urgentes, notamment pour les commandes qui ont été réalisées de manière urgente et les patients qui se présentent en rétrocession, ou pour toutes les commandes fournisseurs de moins de 10 boîtes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La désactivation en campagne, quant à elle, par fournisseur, présente l'avantage d'un scan de l'ensemble des boîtes d'un même laboratoire par un système de cartographie et envoie en masse vers la base de données nationale. Il existe également un compteur qui permet de contrôler l'exhaustivité des désactivations. Cependant, ce mode de fonctionnement a l'inconvénient d'être relié à la fiche produit et notamment à notre UCD, et ce qui nous a donc amené à des difficultés, notamment lors des changements de marché et également les ruptures auxquelles nous sommes confrontés. Malgré cela, nous utilisons quand même ce mode de fonctionnement pour toutes les commandes de plus de 10 boîtes. Pour ce type de décommissionnement, on a estimé le temps supplémentaire par boîte qui a été calculé donc en comprenant les manipulations. Donc pour une désactivation unitaire, on est à 2,37 secondes par boîte, alors que pour une désactivation en campagne, on est un petit peu plus élevé, même plus élevé, on est à 4,96 secondes par boîte. Ces chiffres sont en amélioration puisqu'on a demandé à notre éditeur de logiciel d'améliorer le temps de réponse. Et actuellement, on observe quand même une amélioration du temps de réponse. Le nombre de boîtes désactivées par jour augmente également puisqu'on voit que celui-ci a atteint quasiment les 2000 boîtes sérialisées par jour. C'est en lien avec la libération progressive des lots sérialisés par les laboratoires. Et là également, on voit encore les valeurs minimales et maximales qui sont très larges et qui sont le reflet des réceptions oscillantes en nombre de boîtes.
L'ultime étape de notre mise en place a ensuite été la mise en place des codes consolidés numériques. Donc, on a eu la chance d'être site pilote pour les tests. On a travaillé notamment en collaboration avec Hospitalis ainsi que 2 laboratoires à partir d'octobre 2019. La première étape a donc été de verrouiller notamment l'échantillonnage aléatoire en vérifiant si on scannait une boîte qui n'appartenait pas au carton, est-ce qu'on avait bien le message d'erreur? Donc, on l'avait bien. 2 fois la même boîte, on avait également un message d'erreur. Et enfin, si on essayait de scanner 2 fois le même DSADV, on obtenait également un message d'erreur. Donc, une fois qu'on avait verrouillé ces étapes, on est passé à une mise en production. Et donc, je vais vous présenter ces résultats. Diapositive suivante. Alors, pour la désactivation en carton, on observe un temps moyen de décommissionnement par boîte de 0,38 secondes, ce qui est donc 12 fois plus rapide qu'un décommissionnement de façon unitaire, comme on a vu juste avant. Donc, on a 2 fournisseurs avec lesquels on a travaillé. Le premier, ce fournisseur nous envoyait un DSADV à partir du moment où on avait une commande de plus de 50 boîtes. Et ce DSADV était donc mis à disposition de manière gracieuse. Donc, avec ce fournisseur, on a commandé depuis le début 25 commandes qui correspondaient à 1672 boîtes sérialisées. Sur ces 1672 boîtes, on a reçu 9 DSADV. 9 DSADV qui correspondaient finalement à 1392 boîtes. Donc, ça revenait à 83% de désactivation à l'aide d'un code consolidé. Donc, ces résultats nous montrent que la valeur minimale de 50 boîtes par commande semble, notamment chez nous, adaptée à nos besoins. Diapositive suivante. Pour le fournisseur 2, on reçoit un code consolidé pour toute commande passée, avec au moins une référence sérialisée, évidemment, la facturation se faisant à la boîte. Donc, sur les 40 commandes passées depuis le début des tests, 36 contenaient des références sérialisées pour un total de 21 000 boîtes. Le reste des commandes correspondait à des références non sérialisables, donc 5300 boîtes, ou non encore sérialisées, donc 1900 boîtes. L'idée était d'étudier les 36 commandes qui étaient en lien avec des références sérialisées. Donc, diapositive suivante. Donc, sur ces 36 commandes, 31 ont reçu un DSADV, ce qui correspondait approximativement en termes de nombre de boîtes à la moitié. Et 2 commandes n'ont pas été intégrées à temps dans notre serveur, ce qui nous a impliqué une désactivation manuelle. Donc, ce qui est dommage puisque la commande passe par des transporteurs et arrive finalement plus vite qu'un fichier informatisé. Suite à un problème informatique chez le fournisseur, on a également 5 commandes qui ont été transmises sans des ADV. Donc 5 commandes sur 36, c'est pas énorme. Mais finalement, on se rend compte que c'était quasiment la moitié des boîtes. Donc c'était nos grosses commandes fournisseurs. Et ça nous a amené à une désactivation manuelle pour 48% des boîtes environ. La plus grosse problématique réside dans l'exhaustivité des DSADV, puisque sur les 31 DSADV qu'on a reçus sur ces commandes, on s'est rendu compte que 3 étaient incomplets, donc ça correspondait à 203 boîtes. Et ce type de non-conformité est totalement transparent lors de la réception, puisqu'une commande reçue sous forme de code consolidé ne nécessitera aucune désactivation manuelle, et il n'y aura donc à aucun moment une vérification au niveau de la base de données. C'est vraiment le point à maîtriser au niveau du laboratoire et qui est selon nous le plus dangereux. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, si on fait un point sur l'impact financier de la sérialisation, on remarque notamment pour notre établissement qu'on a une quantité moyenne de réception de 68 000 boîtes par jour et que la désactivation unitaire revient donc à 1 932 € pour un agent avec un temps agent de 95 heures sur le mois. Diapositive suivante. Donc, un code consolidé mis à disposition gracieusement, donc comme le fournisseur 1 pour une commande de minimum 50 boîtes. On a un coût mensuel qui est de 508 € pour un temps agent de 25 heures. L'idée serait, dans la mesure du stockage possible, de diminuer le nombre de commandes, ce qui présente l'avantage de diminuer le coût logistique pour le fournisseur et donc de l'impact environnemental. Donc là, il y a vraiment un intérêt à fonctionner de cette manière. Et enfin, donc diapositive suivante, si on estime le coût par boîte de 7 centimes, donc on a eu notamment avec notre fournisseur 2, le coût des codes mensuels s'élèverait environ à 4 800 €, auquel s'ajoute le coût agent pour un total mensuel de 4 938 €. Donc là, ce sont des chiffres qui sont difficilement acceptables, notamment pour un centre hospitalier qui a déjà recruté un ETP supplémentaire pour cette activité.
Et au vu de ces résultats, il faut forcément réfléchir à une priorisation des fournisseurs en code consolidé. Donc, diapositive suivante. Pour conclure, on se rend compte qu'il y a un intérêt évident du code consolidé puisqu'on a notamment une meilleure gestion des produits thermosensibles en lien avec la rapidité d'exécution. On a également, en lien avec cette rapidité, un redéploiement du personnel sur des tâches à valeur ajoutée et une amélioration de la qualité de travail, notamment une diminution de la pénibilité en lien avec un scan unitaire et des scans itératifs. Cependant, il y a quand même des inconvénients à maîtriser, et notamment, comme on l'a vu juste avant, l'exhaustivité du DSADV, qui est réellement à maîtriser de la part du laboratoire. Et enfin, bien que l'impact en termes de temps ait été démontré, le coût reste quand même un point freinant, puisque le rapport gain de temps agent versus coût ne semble pas en faveur du code consolidé. On a calculé donc le cut-off au-dessus duquel un code consolidé apparaîtrait comme étant avantageux en comparaison à une désactivation manuelle, et il serait de 2,6 centimes d'euros, ce qui est loin des chiffres qui ont été présentés et qui sont pour l'instant présentés par les laboratoires. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat en ligne. Nous répondrons juste après la partie suivante, donc c'est-à-dire un point sur les perspectives d'évolution. On va commencer par Vincent. Donc, au niveau des codes consolidés, donc on peut dire que l'évolution a été relativement importante au cours des derniers mois. Il faut bien retracer un petit peu l'historique, hein. Il y a encore quelques mois, on n'avait que quelques fournisseurs qui étaient plutôt hésitants à se lancer dans la démarche et qui commençaient à proposer du code consolidé. Aujourd'hui, comme on l'a rappelé dans la présentation, donc on a une petite dizaine quand même de fournisseurs qui se lancent et on voit que le mouvement est en train de s'amplifier. Donc on peut voir que l'action combinée d'UniHA d'une part à travers donc le fait d'avoir lancé une procédure propre d'acquisition de logiciels de sérialisation et en particulier d'avoir mis un lot sur l'acheminement du code consolidé, combiné avec le fait que les filières produits de santé intègrent dans leur cahier des charges des clauses par rapport au code consolidé, que des collègues donc pharmaciens se soient lancés dans des tests. Hein. On a au moins 4 ou 5 collègues, hein. Je pense à Strasbourg, à Lyon, donc à Valenciennes, à Paray-le-Monial, qui se sont lancés dans des codes consolidés. Et le fait également que les fournisseurs donc, de solutions, et en particulier Nuvac et Hospitalis, aient joué le jeu, permettent aujourd'hui de dire qu'on va certainement de façon inéluctable vers une proposition de code consolidé par l'ensemble des fournisseurs ou dépositaires. Effectivement, donc le coût est certainement un élément qu'il va falloir travailler, et ça, je pense que c'est des choses que nous, filière produits de santé, allons essayer de valoriser dans l'ensemble de nos procédures relatives aux médicaments. Alors, comme pharmacien, on a aussi tout intérêt donc à se lancer dans le code consolidé, hein. Comme le rappelait Madame Roussel, c'est effectivement un gain de productivité indéniable. Couplé du code consolidé du DSADV avec de la réception nous permet également d'intégrer dans nos logiciels de gestion économique et financière ou dans nos systèmes de WMS de plus en plus d'informations, donc de traçabilité, de l'eau, qui nous permettent d'avoir un suivi de stock qui est quand même optimal. Et puis, c'est aussi des supports d'échange nouveaux qu'on ne connaît pas, qui sont naissants entre les fournisseurs et les pharmacies. Je crois qu'Hospitalis propose déjà ou va proposer des solutions qui permettent rapidement, à travers des ADV qu'on peut recevoir, faire de l'échange sur des réceptions incomplètes, sur des réclamations. Voilà, donc c'est vraiment la numérisation intégrale donc, de l'acte de commande, du bon de réception, qui nous permet d'entrevoir en amont et en aval de nouvelles solutions technologiques. Alors, à travers donc, les deux fournisseurs que nous, à UniHA, nous avons retenus, on peut dire qu'on a quand même retenu deux acteurs principaux, hein, puisque à la fois Nuvac, qui est quand même
un des fournisseurs principaux donc, de solutions de décommissionnement. Hospitalis est très bien positionné donc, sur l'acheminement des codes consolidés. Donc, d'avoir ces deux fournisseurs-là dans notre catalogue donc, de nos procédures fait qu'on peut dire qu'UniHA traite l'intégralité donc, de la question du décommissionnement et de façon quand même novatrice. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Laurent Zivy sur le code agrégé. Donc oui, juste pour bien rappeler que pour vous, que ce soit un code agrégé ou un code consolidé, il sera traité de la même manière, mais évidemment, les fournisseurs vont de plus en plus faire le code agrégé, justement grâce aux appels d'offres d'UniHA qui les poussent, sachant qu'en plus, vers 2023, ils auront une obligation de le faire. Vraiment, le code agrégé, il ne faut pas que pour vous, il y ait une complication entre le code agrégé et le code consolidé. Hein, vous le traiterez de la même manière. Mais par contre, pour les dépositaires, si les fournisseurs font les codes agrégés, pour eux, c'est un gros gain de temps parce qu'ils vont avoir des cartons, donc déjà avec un code agrégé qui va reprendre tous les numéros de série des boîtes. Et eux, quand ils vont mettre plusieurs boîtes dans un grand carton, on va dire, ils vont se servir des codes agrégés pour créer le code consolidé. Donc c'est pour ça que ces deux codes sont mis à disposition. Mais au niveau du traitement du DSADV, que ce soit un code agrégé ou un code consolidé, ça reste un code. Voilà, c'était juste pour donner ces petites précisions. Alors, Patrick, moi je ne t'entends pas, alors je ne sais pas si… Là, vous m'entendez maintenant? Oui, Ouais. voilà, c'est bon, merci. Pardon, excusez-moi. D'accord, je parlais dans le vide, donc je reprends. Donc, je reprends la parole pour indiquer que UniHA va également se mobiliser dans le cadre de l'application d'un autre règlement européen. Ça y est, je suis aussi visible. Donc, c'est sur le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux qui va rentrer progressivement en vigueur à partir du 27 mai 2020. Il va donner un certain nombre d'obligations aux fabricants et aux établissements de santé. Il y a des similitudes avec ce qui s'est passé pour la stérilisation des médicaments, mais il y a aussi des choses assez différentes. Donc, les similitudes, elles sont dans le cadre du marquage obligatoire avec un système d'enregistrement et de codification spécifique aux dispositifs médicaux qui va s'imposer d'abord aux dispositifs médicaux implantables pour lesquels nous avons déjà des obligations de traçabilité en France. Et il va y aussi avoir une obligation de stockage d'informations de la part du circuit de distribution et de conservation de cette information de la part des établissements de santé. Donc il y a des similitudes, mais il y a des différences puisqu'il n'y a pas de système équivalent à ce qu'on connaît comme le MVO ou le NMVO, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de désactivation obligatoire. Mais il y a aussi avoir des similitudes dans le fait que certains dispositifs médicaux vont comporter des numéros de série. Donc c'est un sujet qui doit être travaillé, qui doit être réfléchi, sur lequel UniHA va aussi réfléchir à proposer une offre adaptée parce qu'il y a aussi une économie d'échelle qui peut être faite dans la mesure où certains des équipements qui ont été acquis pour la lecture et la désactivation des médicaments peuvent tout à fait lire et interpréter l'information portée par les codes à barres des dispositifs médicaux et que la couche transport de l'information, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir bénéficié de DSADV et de regrouper un certain nombre d'informations lors des livraisons dans le cadre d'un flux EDI, peut également intéresser beaucoup d'établissements de santé. Donc, on a un acquis au niveau d'UniHA. Il y a une expérience qui a été acquise indiscutablement par la filière que coordonne Vincent Lobby. Et donc, cette filière va également veiller à proposer la solution la plus adaptée possible aux établissements de santé dans le cadre de ce règlement européen. Eh bien, je rends la parole à Anne. C'est Anne qui va conclure ou c'est Oui, alors Vincent? merci beaucoup Patrick, ça met un petit temps à chaque fois. Donc on va déjà répondre en fait aux questions. Isabelle, on a 4 questions qui sont arrivées, donc Isabelle va vous les énoncer.
Alors, pour l'instant, moi, je ne vois qu'une seule question. C'est comment au sujet des codes de regroupement, s'ils sont opérationnels pour les palettes, hein. Et je me dis que ça peut être soit Monsieur Mazot, Ouais, soit Monsieur Zivi qui peut répondre. alors moi je peux répondre, puisque oui, alors les codes palettes, dans le cas de Fresenius, il va y avoir des tests justement sur les codes palettes. Donc oui, ça va être fonctionnel. Après, c'est un choix en fonction du volume, hein. C'est-à-dire que le code palette, ça reste un code consolidé, mais sauf qu'évidemment, il y aura beaucoup plus de numéros de série que sur un carton, quoi. Mais la technologie est la même. Oui, comme le dit Vincent Lobby, la technologie est la même. Et en fait, ça dépend du niveau d'unité logistique que l'on vise, soit le carton, soit la palette. Le sujet de la palette reste à explorer, mais techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Autre Alors, question. Comment avez-vous intégré le contrôle des dispositifs anti-effraction? Alors, ce contrôle des dispositifs anti-effraction, on va bien se mettre d'accord, c'est un contrôle visuel. C'est un contrôle qui se fait par manipulation. Donc, dans le cahier des charges élaboré initialement par UNIACHA, on n'a pas souhaité couvrir autre chose que la connexion au NMVO, la capacité d'interroger la validité du code et le fait de pouvoir désactiver. Hein, le dispositif anti-effraction pose des problèmes, effectivement, mais attendez, excusez-moi, j'ai un double appel. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, Est-ce que vous Patrick. m'entendez? oui, D'accord. oui, on t'entend. Donc, les dispositifs anti-effraction, effectivement, font partie de l'application du règlement. Là aussi, il faut aussi renvoyer à la lecture du règlement lui-même. Il conseille de veiller à ce que ce dispositif anti-effraction reste intègre tout au long de la chaîne. Et moi, si j'ai un conseil à donner, si on peut faire, il est intéressant de faire un contrôle visuel en réception. Le contrôle final, il doit être fait au moment de la délivrance du produit, et en tout cas au moment où on doit ouvrir la boîte. Donc, un contrôle du dispositif anti-effraction au moment de la réception ne peut pas dispenser de le contrôler tout au long du fait que l'on détient le produit dans sa PU. Est-il possible de cibler la sérialisation sur uniquement une classe ou un type de médicament, T2A ou rétrocession? C'est toujours possible, mais ce n'est pas le règlement. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que certains établissements ont décidé de faire ce ciblage. On peut comprendre qu'effectivement, ça puisse être intéressant de le faire à partir du moment où on a besoin d'un haut niveau de traçabilité interne sur ces produits-là. Mais ce n'est pas l'esprit du règlement. L'esprit du règlement n'est pas d'offrir une solution en termes de traçabilité. L'esprit du règlement, c'est protéger le marché contre les médicaments falsifiés ou les médicaments contrefaits. Donc, ça s'adresse à l'ensemble des médicaments. Ça pourrait apparaître justifié de cibler des médicaments à partir du moment où il y aurait un risque de contrefaçon particulier sur ces médicaments-là. Mais au niveau européen, il n'a pas été, ni au niveau français, il n'a pas été défini de classe ou de type particulier, si ce n'est qu'il y a des exceptions au règlement européen. Il a été admis que les produits de contraste avaient peu de risques, que les radiopharmaceutiques, ça semblait difficile, que sur les solutés massifs, ça semblait également plus opportun de faire des contrefaçons, et en tout cas les volumétries engendrées le rendraient difficile. A contrario, un médicament comme l'oméprazole, qui n'est pas à prescription médicale obligatoire, lui, comme il a fait l'objet de nombreuses contrefaçons, fait partie des obligations du règlement européen. Donc, il faut toujours revenir au règlement européen et à son périmètre, et se référer donc à ce qui est indiqué sur le site de France FDO. Encore une question. Je fais partie des PUI non encore reliés. Quel avantage aujourd'hui à le faire au regard de la faible compliance labo pour les codes agrégés, consolidés?
la question que tout le monde se pose. On sait qu'on est, depuis que ce règlement existe, pris entre le marteau et l'enclume. L'enclume, bah, c'est l'état de nos hôpitaux, l'état de nos systèmes d'information. Et puis le marteau, c'est le règlement. Je pense, et j'incite quand même à se connecter, à demander une connexion. Pourquoi? Parce que la note d'instruction que l'on a eue et que le CITE recommande de la faire, parce qu'en cas d'audition ou d'inspection pharmaceutique par l'ARS ou par quelconque autorité, le fait d'avoir demandé sa connexion et de l'avoir obtenue, je dirais, c'est une preuve que l'on, en tant que pharmacien, on a souhaité faire face à ses obligations. Par contre, le fait de ne pas pouvoir le faire pour des raisons physiques, pour des raisons de ressources humaines, ça n'est pas forcément, c'est peut être indépendant de la volonté du pharmacien, ça peut être en fonction des locaux dont il dispose, en fonction des moyens qui sont alloués par la direction. Donc, j'incite fortement à demander la connexion, l'obtenir. C'est pas une opération qui est extrêmement compliquée. Et après, le fait de mettre en route la désactivation, ça nécessite effectivement un certain nombre de conditions, un certain nombre de paramètres. C'est pour ça que j'ai trouvé l'intervention d'Aline Roussel très intéressante et très éclairante, puisqu'elle a exploré dans les détails un certain nombre de conditions préalables au fait de pouvoir le faire de manière efficiente. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci beaucoup pour les réponses. Je crois qu'il y avait un complément d'information, non, de Marc Borret tout à l'heure, non? Moi, je me permets d'intervenir. Tu m'entends, Anne? Oui. C'est Aurore. Du coup, je viens de recevoir une question par mail. Je me permets de la poser directement. C'est de la part de Madame Agnès Cournède-Décembre du CHU de Limoges qui me pose une question à Madame Roussel. Combien de personnes, magasiniers ou préparateurs, réalisent le décommissionnement uniquement en manuel avec douchette ou automatisé? Faut-il prévoir le recrutement d'un ETP supplémentaire par rapport à l'effectif précédent? Alors, nous, on était parti d'un effectif qui était initialement en sous-effectif. On était à trois magasiniers pour, comme je vous disais, un hôpital de 2000 lits avec une moyenne de réception à 3200 boîtes à la journée. On était assez sous-dimensionné. On a recruté un ETP supplémentaire et on a réorganisé les de manière à ce qu'il y ait 1 à 2 personnes qui réalisent le décommissionnement de manière journalière. Donc, en fonction, comme je le disais, et en fonction des réceptions qu'on peut avoir en termes de nombre de boîtes, on a soit 2 magasiniers qui sont sur la sérialisation, soit 1. Donc, ça nous permet de faire déjà une rotation au niveau du personnel et en plus de pouvoir absorber la charge de travail au quotidien. Merci Aline. Merci beaucoup. Donc, s'il y a encore une dernière question, mais je peux répondre à cette question. C'est le diaporama est-il accessible? Ah oui, le diaporama. Oui, est-il accessible pour le présenter en CA France MVO? Donc, est-ce que le diaporama peut être réutilisé en fait sur la partie d'Aline Roussel? Ah, sur notre partie? Oui, voilà. Moi, je vois pas d'inconvénient en particulier à ça. Très bien. On le mettra. C'est peut-être pour les fournisseurs. Après, je juste pas. Là, il demande spécialement pour votre partie à vous. Donc, parfait. De toute façon, le diaporama va être sur le site internet du NIHA et puis on va l'envoyer par mail à tous les participants. Vous l'avez déjà reçu d'ailleurs. On va vous le renvoyer avec le replay de la vidéo. Alors, c'est Patrick. C'est Patrick Mazot. Je voulais m'exprimer là-dessus. Je pense qu'effectivement, ce serait très important que ça puisse se présenter au conseil d'administration de France MVO, parce qu'on est au bon moment. Parce qu'en fait, la prochaine réunion du conseil d'administration de France MVO à laquelle je ne participe pas, mais il y a des collègues, d'éminents collègues qui nous représentent,
ils vont être présents. Le sujet va être remis sur la table parce qu'en fait, il y a un pays d'Europe qui s'appelle l'Espagne. On a vu tout à l'heure qu'il était en difficulté en nombre de connexions et en fait, il est aussi en même difficulté que nous pour affronter la problématique de la SAisation. L'Allemagne aussi est dans une grande difficulté. On a des contacts assez fréquents avec nos collègues allemands par le biais de l'EAHP. En Espagne, il a été décidé par un accord commun entre le secteur de l'industrie pharmaceutique et de la distribution ainsi que des destinataires finaux et par l'organisme espagnol de gestion du MVO, donc le NMVO espagnol, de mettre en place les codes agrégés. Voilà, il y a un accord national sur le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui avancent et donc les CA de France MVO a été saisi du sujet et il sera abordé à la prochaine réunion du 18 mars. Donc je trouve absolument formidable qu'une IHA ait pu faire cette conférence avant cette réunion du 18 mars et je suis très heureux effectivement que Aline, tu donnes ton accord pour pouvoir faire en sorte que ces informations puissent être apportées à l'actif de ce qui est fait par les hôpitaux et par une IHA pour accompagner la stérilisation. Donc Bernard Diot confirme que le sujet sera abordé en conseil d'administration de France MVO. C'est parfait. Voilà, merci beaucoup à tous. Nous n'avons plus de questions pour le moment, mais il n'est pas interdit après de nous poser les questions. Les contacts arrivent un petit peu après. Donc, en conclusion, on vous rappelle en fait les marchés qui sont disponibles aujourd'hui en centrale d'achat chez Uniachat. Donc, on a avec la filière RHPI un marché de mission d'audit et d'accompagnement à la stérilisation. Et ensuite, avec la filière dispensation de produits de santé, vous avez les trois marchés, donc le système de désactivation avec lecteur optique qu'on vous a représenté aujourd'hui et système de transport de code consolidé numérique. Et les deux marchés d'automates de dispensation nominative et les automates de dispensation globale. Voilà, donc vous retrouvez tous ces marchés, bien entendu, sur le site d'Uniachat avec les fiches marchés correspondantes. Et vous pouvez nous contacter pour toute question. Donc, on a le service adhérent qui est toujours disponible à contact@uniachat.org. Si vous avez une question et si vous avez perdu les coordonnées de toutes les personnes ci-dessous, n'hésitez pas à écrire à contact@uniachat.org qui vous redirigera vers les bonnes personnes. Et là, vous avez les coordonnées en fait de Patrick Mazot, d'Aline Roussel, de Caroline Gadge, de Vincent Lobby, de Vanessa et Isabelle pour la filière dispensation de produits de santé et de nos titulaires, Marc de Nouillac et puis Laurent Zivi d'Hospitalis. Merci à tous encore, merci aux intervenants pour la qualité de vos présentations. Et encore une fois, vous retrouvez sur le site d'Uniachat.org en fait, toute la présentation et le replay de la webconférence. Merci à tous